Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Alors imaginez, vous êtes marié, vous faites tout comme il faut, vous vous levez littéralement à 5 heures du matin pour fumer une brisket pour une fête, vous gérez des investissements, vous réparez des voitures, vous payez la plupart des factures, et malgré tout ça, c'est encore vous le problème. Votre femme vous fait asseoir et vous dit « Eh, je ne te vois plus vraiment comme un mari, comme ça, tranquillement, comme si elle rendait un livre à la bibliothèque. » Et au lieu de paniquer, au lieu de supplier, au lieu de faire ce que la plupart des hommes feraient, cet homme répond juste « Ok, très bien » et devient exactement ce qu'elle a demandé. Pas de dispute. Pas de drama. Juste une énergie froide, calculée, presque clinique. Et ensuite ? Oh là là. Elle n'était pas prête pour ce qu'elle a déclenché. C'est le genre d'histoire où vous pensez savoir où ça va aller, puis ça prend un virage brutal vers un chaos total. Restez avec moi. Ma femme m'a dit « Je ne te vois plus comme un mari ». Alors je l'ai traité comme tel. Aucun contact, aucun projet, aucune priorité. Elle a perdu la tête quand elle a découvert que j'avais contacté un avocat spécialisé en divorce. Je m'appelle Scott, j'ai 33 ans. Je suis marié à Cassie depuis 5 ans. Nous avons acheté une maison à Stapleton il y a 3 ans. Garage pour 2 voitures, sous-sol aménagé, tout le package du rêve suburbain. Sauf qu'à un moment donné, ce rêve a commencé à ressembler à ces emplois où tu te pointes, tu fais le strict minimum, et tu comptes les heures jusqu'à pouvoir partir. Ce n'était pas un seul gros problème. C'était un millier de petites choses qui s'accumulaient. Tout a commencé il y a 6 mois, quand Cassie a commencé à passer tous ses mardis et jeudis soirs chez sa cousine Harper. Soirée entre filles, qu'elle disait. Harper est le genre de personne qui a découvert le féminisme à 28 ans et a décidé d'en faire le problème de tout le monde. Chaque conversation tourne autour du patriarcat, du travail émotionnel ou du fait que le mariage est une construction sociale destinée à opprimer les femmes. Très fun en soirée. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Cassie avait besoin de voir ses amis, ok. Puis elle a commencé à revenir de ses soirées avec de nouvelles opinions. Des prises de position soudaines sur le fait qu'elle portait toute la charge mentale de notre foyer. Que je ne l'appréciais pas assez. Qu'elle s'était perdue dans notre mariage. Sauf que voilà, je travaille 50 heures par semaine dans la gestion logistique. Je gagne bien ma vie. Je m'occupe aussi du jardin, de l'entretien des voitures, de la gestion de nos investissements, je fais la majorité de la cuisine parce que je suis bon pour ça, et c'est moi qui pense à planifier l'entretien de la chaudière et le nettoyage des gouttières. Cassie travaille 40 heures par semaine comme chef de projet, et sa contribution au foyer consiste surtout à se plaindre de ce que je ne fais pas correctement. Mais bien sûr, la charge mentale. Il y a 3 mois, la situation dans la chambre a changé. Elle a commencé à se coucher plus tôt, toujours trop fatiguée. Puis c'était des maux de tête. Puis c'est devenu, on doit d'abord se reconnecter émotionnellement. Puis, j'ai besoin de me sentir désiré en tant que personne, pas seulement physiquement. Et finalement, je ne ressens juste pas ça en ce moment. On est passé de 2 fois par semaine à 2 fois par mois, puis à rien. J'ai arrêté de prendre l'initiative après le 4e rejet d'affilée. Un homme ne peut encaisser qu'un certain nombre de coups au moral avant d'arrêter de se porter volontaire comme cible. Ce qui m'a détruit, ce n'était pas seulement le rejet, c'était la façon dont elle me rejetait. Pas de chaleur, pas d'excuses, juste un soupir agacé comme si je lui demandais de m'aider à monter un canapé sur 3 étages. Comme si mon désir pour ma propre femme était un fardeau gênant qu'elle devait gérer. Il y a 2 mois, j'ai remarqué qu'elle avait arrêté de porter son alliance. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit qu'elle était en train d'être nettoyée. Ça fait 8 semaines. La bague est toujours dans sa boîte à bijoux. J'ai vérifié. Elle a aussi arrêté de me demander comment s'était passée ma journée, arrêté de rire à mes blagues, commencé à me parler avec cette voix plate que les gens utilisent quand ils font semblant de s'intéresser. Le mois dernier, j'ai proposé qu'on parte en voyage pour notre anniversaire, peut-être au Costa Rica, quelque part où on pourrait se reconnecter. Elle a répondu qu'on devrait garder l'argent pour rénover la salle de bain qu'elle voulait. La salle de bain qui nécessite apparemment $18 000 de carrelage et d'équipement. Mais bon. Puis sont venus les petits manques de respect qui, en réalité, n'étaient pas si petits. Elle faisait des plans sans me prévenir, puis s'énervait quand j'avais les miens. Elle levait les yeux au ciel quand je parlais. Elle a commencé à passer tout son temps sur son téléphone pendant que je parlais, puis à me demander de répéter comme si c'était moi qui étais impoli. Le truc du téléphone s'est aggravé. Elle envoyait des messages en souriant. Quand je demandais avec qui elle parlait, elle répondait « juste Harper » ou « juste le boulot » sur un ton défensif. Il y a 2 semaines, on a organisé un barbecue. J'ai passé toute la matinée à préparer, à fumer des ribs, à faire des accompagnements maison. Sa cousine Harper était là, évidemment. Je les ai entendus dans la cuisine pendant que je ramenais de la glace. Harper parlait de son ex qui attendait d'elle qu'elle remplisse des devoirs d'épouse, comme dans les années 50. Cassie a ri, vraiment ri, et a dit qu'elle comprenait totalement. Que le mariage change la façon dont les hommes vous voient. Qu'ils arrêtent de faire des efforts une fois qu'ils pensent vous avoir acquise. Que la bague est en fait un piège qui les rend paresseux. J'étais dans la pièce à côté en train d'assaisonner une brisket. Je m'étais levé à 5 heures du matin pour la préparer.
C'est là que j'ai su que les choses allaient empirer. Et j'avais raison, parce que le moment où j'ai compris que c'était fini est arrivé il y a 5 jours. Je regardais des SUV en ligne. Notre berline est correcte, mais je pensais à quelque chose de plus grand. Peut-être fonder une famille dans 1 an ou 2. Il faut plus d'espace. J'ai dit à Cassie que j'avais essayé un 4Runner, que la conduite était excellente, très bonne note de sécurité, une bonne voiture familiale. Elle a levé les yeux de son téléphone avec une expression comme si je venais de proposer qu'on déménage en Antarctique. Il faut qu'on parle de quelque chose, a-t-elle dit. J'ai fermé mon ordinateur. Et voilà. Elle a pris une grande inspiration, puis a commencé un discours qu'elle avait clairement répété avec Harper. Elle a parlé du fait qu'elle avait beaucoup réfléchi sur elle-même récemment. Qu'elle avait réalisé qu'elle avait perdu contact avec qui elle était avant notre mariage. Qu'elle avait joué ce rôle d'épouse sans se demander si c'était vraiment ce qu'elle voulait. Je suis resté assis là, en me disant, ça y est, les slogans de Harper commencent. Puis le coup de massue est tombé. Je ne te vois plus comme un mari, a-t-elle dit, comme si elle commentait la météo. Je pense qu'on a évolué vers une relation de colocataire. On coexiste, mais il n'y a plus de véritable partenariat. Plus d'intimité. On est juste 2 personnes qui partagent un espace. J'ai laissé passer un moment. Intéressant. J'ai répondu calmement, tu te rends compte que c'est toi qui as tout arrêté. La chambre, les conversations, la connexion. Moi, j'ai essayé. Toi, tu passes 2 soirs par semaine chez Harper depuis 6 mois à apprendre à quel point tu es opprimé. Elle s'est immédiatement braquée. C'est exactement de ça dont je parle. Tu es méprisant. Tu ne prends pas mes sentiments au sérieux. Tu n'arrives même pas à m'écouter exprimer mes besoins sans tout ramener à toi. J'ai remarqué qu'elle ne niait rien de ce que je disais, elle attaquait seulement la façon dont je le disais. Exprimer ses besoins. Tu ne portes plus ton alliance, tu me parles à peine, tu ne m'as pas touché depuis 3 mois, mais Someo, le problème, c'est moi parce que je l'ai remarqué. Elle a fermé les yeux et pris une grande inspiration, comme pour se recentrer, Harper lui avait sûrement appris ça aussi. Je ne veux pas de séparation, a-t-elle dit. J'ai juste besoin qu'on redéfinisse notre relation. Qu'on enlève la pression. On peut toujours vivre ensemble, toujours être partenaires pour gérer la maison, mais sans toutes les attentes d'un mariage traditionnel. On peut être authentique l'un avec l'autre au lieu de forcer quelque chose qui ne fonctionne pas. Je l'ai regardé fixement. Donc tu veux être colocataire. Officiellement. Elle n'a pas aimé cette formulation. Ce n'est pas ça. Je suis juste honnête sur là où j'en suis émotionnellement. J'ai besoin d'espace pour comprendre ce que je veux. Tu devrais être reconnaissant que je sois transparente au lieu de te tromper. Reconnaissant. Elle a vraiment dit ça. Tu veux voir d'autres personnes, ai-je demandé. Elle a hésité. Et ça m'a tout dit. Finalement, elle a répondu, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais si quelque chose se développe naturellement, je ne veux pas me sentir coupable de l'explorer. J'avais ma réponse. D'accord. Donc tu veux que je continue de payer le crédit, d'entretenir la maison, de faire tout ce que fait un mari pendant que tu te cherches et que tu fréquentes d'autres hommes? Parfait. Très équitable. Tu simplifies trop les choses. Et je n'ai jamais parlé de rencontre. Tu as dit si quelque chose se développe naturellement. Ça s'appelle sortir avec quelqu'un. Tu enrobes juste tes mots pour que ça paraisse moins grave. Elle a alors tenté une approche plus empathique, disant qu'elle savait que c'était difficile à entendre, mais qu'elle essayait d'être honnête, de respecter sa vérité, de ne pas vivre dans le mensonge. Je l'ai remerciée pour son honnêteté et je lui ai dit que j'avais besoin de digérer tout ça. Elle avait l'air soulagée, comme si elle s'attendait à une dispute et qu'elle était contente de me voir si calme et mature, comme le bon mari que j'étais censé être. Elle est allée prendre un bain, avec ses bougies et son masque pour le visage. Pendant ce temps, moi, j'étais là, à réaliser que ma femme venait de me rétrograder au rang de colocataire et s'attendait à ce que je l'accepte sans problème. Elle se trompait complètement. Parce que j'avais déjà tout compris. Et j'ai commencé à planifier. Si elle veut des colocataires, alors traitons-la comme telle. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Mais d'abord, j'avais un appel à passer. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat spécialisé en divorce. Pas pour lancer la procédure tout de suite. Juste pour consulter. Je voulais savoir à quoi m'attendre. Le Colorado est un état sans faute, donc c'était assez simple. On s'était mariés avant ma grosse promotion, donc la différence de revenus allait compter. La maison avait été achetée pendant le mariage avec des fonds communs, donc elle serait partagée. L'avocat m'a demandé si je voulais essayer de sauver le mariage. Je lui ai répondu que le patient était mort. Je n'avais juste pas encore appelé le médecin légiste. Il a ri et m'a dit de tout documenter, les finances, son comportement, les communications. Rester factuel. Commencer à séparer mon argent. Mettre tout en ordre. Puis, quand je serai prêt, on déposerait la demande. Il m'a conseillé de documenter pendant 2 semaines, puis d'avancer. J'ai pris rendez-vous pour un suivi 2 semaines plus tard. Ensuite, je suis allé à la banque. J'ai ouvert un nouveau compte courant à mon nom uniquement. J'ai fait en sorte que mon salaire y soit versé à partir du prochain paiement. Je continuerai à alimenter notre compte commun pour les factures, mais seulement à hauteur de ma part exacte. Plus question d'y verser de l'argent en plus. Sur les conseils de mon avocat,
J'ai aussi passé tous les paiements automatiques en manuel. Crédit immobilier, facture, tout. Désormais, je transférerai exactement 50% sur le compte commun le premier de chaque mois. À elle de faire pareil, ou de gérer les pénalités de retard. Une séparation financière propre. Ensuite, j'ai fait ça. J'ai annulé notre réservation pour notre anniversaire chez Fruition. On devait y aller samedi. J'avais réservé 2 mois à l'avance. Je voulais que ce soit spécial. Ouais. Terminé. Je les ai appelés, j'ai obtenu un remboursement complet puisqu'il restait plus de 48 heures. J'ai aussi appelé notre compagnie d'assurance et modifié la police. Elle pouvait prendre sa propre assurance auto. Ça allait me faire économiser environ $1,200 par an. Puis j'ai fait les petites choses mesquines, pourquoi pas. Je l'ai retiré de mon abonnement Costco, j'ai changé tous mes mots de passe de streaming, je l'ai supprimé de mon abonnement Spotify familial. Des petites choses, mais 1000 coupures, ça reste mortel. Mercredi soir, je suis passé à la salle de sport après le travail au lieu de rentrer directement à la maison. Avant, je me dépêchais de rentrer parce que dîner ensemble semblait important. Plus maintenant. Je me suis entraîné pendant 90 minutes, j'ai pris un chipotle, et je suis rentré vers 8 heures. Elle était sur le canapé à regarder une émission de télé-réalité. Elle m'a demandé ce que je voulais faire pour le dîner. Je lui ai dit que j'avais déjà mangé. Elle avait l'air confuse, mais n'a pas insisté. Elle est simplement retournée à son téléphone. Pas de baiser de bonne nuit. Avant, je l'embrassais sur le front tous les soirs avant de dormir. Plus maintenant. Je suis allé dans la chambre d'amis, lui disant que j'étais fatigué et que j'avais besoin de m'étaler. Elle a répondu « D'accord » avec cette même voix plate. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Jeudi matin, je suis parti travailler sans dire au revoir. Avant, je la réveillais avec un café. Elle m'a envoyé un message vers midi pour me demander si je voulais commander dans ce restaurant thaï qu'on aimait pour le dîner. J'ai répondu que j'avais des plans avec Sean, un collègue. Des plans que j'avais littéralement fait 5 minutes plus tôt en lui envoyant un message pour lui proposer de manger ensemble. Je suis rentré à 9 heures. Elle était déjà au lit. Enfin, la porte de la chambre était fermée. Pour tout ce que j'en savais, elle était peut-être sur son téléphone à envoyer des messages à quelqu'un. Vendredi, j'ai pris un jour de congé sans la prévenir. J'avais accumulé des jours de repos de toute façon. J'ai passé la matinée chez RUI à acheter du matériel de camping. J'allais commencer à faire ces voyages en solo dont je parlais depuis toujours, mais que je ne faisais jamais parce qu'elle voulait qu'on passe les week-ends ensemble. Je suis aussi passé chez un bijoutier pour faire estimer mon alliance. De l'or blanc, d'une valeur d'environ $800. Bon à savoir pour le partage des biens. Ce soir-là, Cassie a essayé d'engager la conversation. Elle voulait savoir si j'avais réfléchi à ce qu'elle avait dit mardi. Je lui ai dit que oui, que je comprenais qu'elle voulait une relation de colocataire, et que je m'adaptais en conséquence. Qu'est-ce que tu veux dire par t'adapter ? Je veux dire que je te traite comme une colocataire. Comme tu l'as demandé. Son visage est passé de la confusion à la compréhension, puis à la panique, puis à l'agacement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'on devrait réduire la pression, pas se déconnecter complètement. Tu as dit que tu ne me voyais plus comme un mari. Je respecte simplement ton point de vue. Et au fait, les colocataires ne célèbrent pas les anniversaires, donc j'ai annulé notre réservation pour demain. Elle s'est figée. Tu as fait quoi ? Je l'ai annulé. Les colocataires ne partagent pas non plus leurs finances comme des gens mariés, donc j'ai ajusté ça aussi. À partir de maintenant, on partage les factures à 50-50e. Je t'enverrai la liste de ce que tu dois pour ta part du crédit, des charges et d'internet. Tu es aussi retiré de mon assurance auto et de mon abonnement Costco à partir du mois prochain. Sa mâchoire s'est décrochée. Elle me regardait comme si je parlais mandarin. Puis son expression est passée de la confusion à l'irritation. C'est absurde. Tu réagis de façon excessive à une conversation sur notre relation. Je réagis de manière proportionnelle. Tu as fondamentalement changé les termes de notre relation. Je réponds à ce changement. C'est ce que tu voulais, non ? Moins de pression ? Pas d'attente ? Juste 2 personnes qui coexistent ? Elle a essayé d'argumenter, mais je n'étais pas intéressé. J'avais des plans de toute façon. Je lui ai dit que je partais camper ce week-end. Un voyage en solo. Départ le matin, retour dimanche soir. C'est notre week-end d'anniversaire. Pour les maris et femmes, oui. Mais nous sommes colocataires maintenant. Les colocataires n'ont pas besoin de coordonner leurs agendas sociaux. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte, puis a finalement dit « Très bien, peu importe » et est partie. Samedi à 6 heures du matin, j'ai chargé mon camion et je suis parti pour le parc national des Rocky Mountains. J'ai passé 2 jours à randonner, camper, complètement hors réseau. C'était le moment le plus paisible que j'avais ressenti depuis 6 mois. J'ai reçu environ 15 messages d'elle pendant le week-end. Ça a commencé par « Où es-tu ?» puis c'est devenu « Il faut qu'on parle de tout ça » et ça s'est terminé par « Tu es immature ». Je n'ai répondu qu'une fois, dimanche soir, de retour ce soir. À plus tard. Quand je suis rentré dimanche soir, elle était assise à la table de la cuisine avec son ordinateur portable ouvert et une expression comme si elle venait de subir un contrôle fiscal.
Il faut qu'on parle de ce détail financier que tu m'as envoyé, a-t-elle dit. Même pas un. Comment s'est passé ton week-end? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas possible. Ces chiffres sont faux. Ils sont exacts. J'avais analysé les relevés des 3 dernières années. Les relevés bancaires ne mentent pas. Voilà ce que j'ai découvert en faisant réellement les calculs. Au cours des 3 dernières années de mariage, j'avais contribué à environ 70% des dépenses communes, malgré le fait qu'elle ait un salaire correct. Elle est chef de projet dans une entreprise de santé et gagne environ 78 000 $. Moi, je gagne 125 000 $. Le crédit immobilier est de 2400 $ par mois. J'en payais 1700. Elle, 700. Ça avait du sens au début parce que je gagnais plus, mais on n'avait jamais ajusté quand son salaire a augmenté. Je payais toutes les charges. Toutes. Électricité, gaz, eau, internet, ordures. Environ 400 $ par mois, entièrement à ma charge. Les courses? Je payais environ 80%, parce que je faisais la plupart des achats. Elle contribuait occasionnellement pour des petites choses. Peut-être 200 $ par mois contre mes 800. J'avais payé entièrement les réparations de sa voiture 2 fois l'année dernière. Une fois pour les freins et les disques, 1100 $. Une autre fois pour la transmission, 850 $. J'avais couvert environ 90% du coût des 2 voyages qu'on a fait. Je payais chaque sortie au restaurant. Toutes. Probablement 600 $ par mois. Quand j'ai additionné 3 ans de ce déséquilibre, le chiffre était énorme. 78 000 $ de plus qu'elle. Elle fixait le tableau que je lui avais envoyé. C'est ridicule. Tu ne peux pas être sérieux. On est mariés. On ne compte pas chaque centime entre nous. On était mariés. Maintenant, on est colocataires. Tes mots. Donc quoi? Tu veux que je te rembourse 78 000 $? Tu plaisantes? Elle disait ça comme si j'étais déraisonnable. Non. Cet argent est perdu. De l'eau passée sous les ponts. Mais à partir de maintenant, on partage tout à 50-50e, en commençant par le crédit de ce mois. Ta part est de 1200 $. Venmo, ça marche. Elle avait l'air comme si je lui avais demandé de donner un rein. Mais je n'ai pas 1200 $ comme ça. Alors tu devrais mieux gérer ton budget. Tu gagnes presque 80 000 par an. Ça part où? Elle s'est braquée. Elle a dit que ça allait dans les dépenses normales, son crédit auto, ses prêts étudiants, ses dépenses personnelles, son épargne. D'accord. Il te faut quand même 1200 $ pour ta part du crédit d'ici le 1er. Et tu dois aussi 200 $ pour les charges et environ 120 pour ta part des frais de copropriété. Son visage est devenu rouge. Tu ne peux pas faire ça. C'est de la violence financière. J'ai éclaté de rire. Non. C'est de l'équité. La violence financière, c'est ce que toi tu faisais, profiter d'un énorme déséquilibre tout en contribuant très peu, puis vouloir redéfinir la relation sans ajuster les finances. Tu es vindicatif. Je suis juste équitable. Choisis. Soit on est marié et on fonctionne en équipe avec des ressources partagées, soit on est colocataire et on partage tout équitablement. Tu ne peux pas avoir les deux. Elle a essayé une autre approche. Elle a commencé à pleurer, disant que ce n'était pas moi, que j'étais cruel, qu'elle n'avait jamais vu ce côté de moi, que Harper l'avait prévenu que je pourrais mal réagir, mais qu'elle ne pensait pas que ce serait à ce point. Tu vois le côté de moi qui arrête d'accepter une mauvaise situation. Tu veux sortir du mariage émotionnellement? Très bien. Mais je ne vais pas financer ton mode de vie pendant que tu décides si tu veux de moi ou non. Elle a essuyé ses larmes. Je n'arrive pas à croire que tu fais tout ça pour une seule conversation. Non. C'est 6 mois où tu t'es détaché, où tu m'as traité comme de la merde, puis tu as officialisé ça en me disant que j'étais juste un colocataire que tu subis. Je te donne simplement ce que tu as demandé. Elle a changé de tactique encore une fois, s'est mise en colère, disant que je déformais ses paroles, qu'elle s'était ouverte à moi sur ses sentiments et que je les utilisais contre elle. Que ça prouvait qu'elle avait raison de vouloir de l'espace parce que j'étais contrôlant. Je ne contrôle rien. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais tu n'es pas libre de le faire à mes frais tout en vivant dans ma maison et en mangeant ma nourriture. Notre maison. Tu veux dire la maison que je paye à 70% pendant que tu découvres à quel point tu es opprimé? Mais ne t'inquiète pas. Après le partage, tu auras ton propre logement. Liberté totale. Elle avait l'air de vouloir lancer quelque chose. Au lieu de ça, elle a pris ses clés et est partie. Elle n'est revenue qu'après minuit. Lundi matin, j'ai reçu un message de Harper. En majuscule. C'est quoi ton problème? Comment oses-tu traiter Cassie comme ça? Elle mérite mieux. J'ai répondu avec une capture d'écran du détail financier écrit. Elle est libre de combler les 78 000 $ quand elle veut. Sinon, elle devrait s'occuper de son propre budget. Harper a répondu, tu es un narcissique manipulateur. J'ai répondu, et toi, tu as 32 ans, tu es au chômage, tu vis chez tes parents et tu donnes des conseils sur le mariage. On a tous nos problèmes. Elle m'a bloqué. Parfait. Mardi et mercredi ont été calmes. Cassie est restée tard au travail les 2 soirs, du moins, c'est ce qu'elle disait. Quand elle était à la maison, elle était froide. Elle ne me regardait pas. Elle quittait la pièce quand j'entrais. Très bien pour moi. Jeudi après-midi, j'ai reçu un appel de Sean, mon collègue. Il avait l'air mal à l'aise.
Puis il m'a lâché une bombe. Et mec, question bizarre. Cassie est sur des applis de rencontres? Silence. Pourquoi? Ma sœur était sur un et elle a vu son profil. Elle me l'a montré pour être sûre. C'est bien elle. Photos récentes et tout. Je lui ai dit que ça devait être une erreur, peut-être un faux compte utilisant ses photos. Mais je voulais vérifier avec toi avant de dire quoi que ce soit. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. J'ai téléchargé Hinge. Il m'a fallu moins de 10 minutes pour trouver son profil. 31 ans. À la recherche de quelque chose de réel. Aime la randonnée, les rendez-vous autour d'un café et les conversations profondes. Cherche quelqu'un de disponible émotionnellement, qui valorise une connexion authentique et n'a pas peur de la vulnérabilité. Aucune mention du fait qu'elle était mariée. D'accord, attendez une seconde, c'est moi. Tomber sur son conjoint, encore marié, sur une application de rencontre, c'est déjà quelque chose. Mais relisez bien sa description de profil, je cherche quelque chose de réel, quelqu'un de disponible émotionnellement, qui valorise une connexion authentique. Elle a utilisé exactement le même langage sur une appli de rencontre que celui qu'elle utilisait pour critiquer son mariage. Réfléchissez à ça. Chaque reproche qu'elle faisait à Scott, indisponible émotionnellement, pas authentique, aucune vraie connexion, elle l'a soigneusement emballé et utilisé comme argument pour attirer d'autres hommes. Tout en vivant encore dans la maison. Tout en s'attendant à ce que les factures soient payées. Et voici la vérité dérangeante, ce n'est pas si rare. C'est quelque chose qui arrive bien plus souvent que les gens ne veulent l'admettre. Un partenaire quitte lentement la relation sur le plan émotionnel, commence à construire un récit où il ou elle est la victime, puis utilise ce récit pour justifier un comportement qu'il ou elle n'accepterait jamais de l'autre. Elle ne s'est pas réveillée un matin en décidant de s'inscrire sur Hinge. C'était un processus progressif. Les sorties avec Harper, l'alliance retirée, la voix devenue plate, les messages sur son téléphone, tout était lié. C'était une montée lente vers une sortie qu'elle n'avait pas encore totalement assumée. Parce que voilà ce que ce profil Hinge représente vraiment, elle voulait partir, mais elle ne voulait pas être seule. Et Scott, lui, était censé rester disponible le temps qu'elle règle ce détail. Maintenant, revenons à l'auteur du post. Intéressant. J'ai fait des captures d'écran de tout. Je les ai envoyées à mon avocat avec un message, pièce A. Puis je suis resté là à réfléchir. Une partie de moi voulait la confronter immédiatement, mais j'avais appris quelque chose cette semaine-là. Réagir dans l'urgence, c'était son jeu planifié, c'était le mien. J'ai décidé d'attendre. De laisser la situation évoluer un peu. Voir jusqu'où ça irait. Vendredi soir, elle est rentrée de bonne humeur pour la première fois depuis des semaines. Elle avait clairement eu un rendez-vous. Coiffure faite, maquillage frais, la robe qu'elle réserve pour les grandes occasions. Elle est entrée à 20h30. J'étais sur le canapé en train de lire. Elle est allée directement dans la chambre sans rien dire. Samedi après-midi, Sean m'a envoyé un message, « Mec, ma copine vient de voir Cassie à un rendez-vous café en centre-ville. Désolé, mec. » J'ai répondu, « T'inquiète, je sais. Merci de m'avoir prévenu. J'ai passé mon samedi comme d'habitude. Salle de sport, repas avec Sean, retour tard à la maison. Cassie regardait la télé. Elle m'a regardé quand je suis entré. Tu étais où? Dehors. Dehors où? Ça a de l'importance? On ne se rend pas de compte sur nos emplois du temps. Elle avait l'air agacée, mais n'a pas insisté. Elle est retournée à son émission. Dimanche matin, son téléphone était sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle était sous la douche. Il a vibré. J'ai jeté un coup d'œil. Aperçu d'un message d'un nom que je ne reconnaissais pas, j'ai passé un super moment hier. On se revoit cette semaine? Intéressant. Je n'ai rien dit. J'ai simplement retenu l'information. Lundi après-midi, mon avocat m'a appelé. Il avait examiné les captures d'écran du profil de rencontre et m'a demandé si je voulais lui faire signifier les papiers maintenant ou attendre. Je lui ai dit que je voulais encore documenter un peu. Il a dit que c'était une bonne idée. Plus de preuves signifiaient une position plus solide. Mardi soir, elle a annoncé qu'elle allait chez Harper pour la nuit, leur traditionnelle soirée entre filles. Elle rentrerait tard. J'ai dit, ok. Elle est partie à 19h. J'ai décidé de tester quelque chose. Je suis allé en voiture jusqu'à l'immeuble de Harper vers 20h30. La voiture de Cassie n'y était pas. J'ai fait le tour de quelques cafés et restaurants en centre-ville. J'ai trouvé sa voiture devant un bistrot sur la Rimée. À travers la fenêtre, je pouvais la voir à une table avec un type, en train de rire, de lui toucher le bras, toute la mise en scène. J'ai pris des photos depuis l'extérieur, je les ai envoyées à mon avocat, avec un message, prêt à avancer. On lance la procédure. Il a répondu, les papiers seront prêts mercredi. Quand veux-tu qu'elle les reçoive? J'ai répondu, jeudi, à son bureau. 14h. Il a répondu, c'est noté. Mercredi, j'ai agi complètement normalement. Cassie est rentrée tard mardi soir avec la même histoire sur Harper. Je n'ai rien dit. Je suis resté dans mon coin. Mercredi soir, elle a essayé de me reparler. Elle a dit qu'elle avait réfléchi à notre situation, que peut-être on avait tous les deux exagéré, qu'elle voulait arranger les choses, qu'elle avait eu tort d'utiliser le mot « colocataire ». Je lui ai dit que c'était intéressant et qu'on devrait en reparler ce week-end. Elle avait l'air soulagée.
Je n'étais pas intéressé par son changement soudain. Je gagnais juste du temps jusqu'à jeudi. Jeudi, je travaillais depuis la maison. Cassie est partie au bureau à 8 heures. Elle allait recevoir les papiers à 14 heures. J'ai passé la matinée à mettre certaines de mes affaires dans des cartons, photos, objets personnels, tout ce que je ne voulais pas gérer plus tard. Je ne partais pas encore, mais je me préparais. À 14h15, mon téléphone a sonné. Cassie. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé. J'ai laissé sonner. À 14h20, message, on doit parler tout de suite. Puis les messages ont commencé à pleuvoir, je n'arrive pas à croire que tu as fait ça. Appelle-moi. Je rentre à la maison. Elle est arrivée à 15h. J'étais assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur. Elle est entrée en trombe, tenant les papiers du divorce. Son visage était rouge. Elle avait l'air d'avoir pleuré, mais aussi de vouloir me tuer. C'est quoi ça? Les papiers du divorce. Tu m'as fait remettre ça à mon bureau. Devant tout le monde. C'était l'endroit où l'huissier pouvait te trouver facilement. Tu te moques de moi. Sa voix montait. Tu m'as humilié. Tu t'es humilié toute seule quand tu as créé un profil sur une appli de rencontre alors que tu es encore mariée. Moi, j'ai juste réagi. Son expression a changé. La colère a laissé place à la panique. Quoi? De quoi tu parles? Arrête ton cinéma, Cassie. La moitié de mes amis t'ont vu sur Inge. Tu n'étais pas vraiment discrète. Elle a commencé à parler, puis s'est arrêtée. Je voyais son cerveau tourner, cherchant comment retourner la situation. J'explorais juste des options. Tu me traitais comme de la merde. J'avais besoin de savoir s'il y avait mieux ailleurs. Voilà. Pas d'excuses, pas de remords, juste des justifications. Donc tu as créé un profil, eu plusieurs rendez-vous et menti sur où tu étais. Mais c'est moi qui te traite mal? Tu m'as poussé à faire ça. Tu as changé après cette conversation. Tu es devenu froid et distant. Je t'ai donné exactement ce que tu demandais. C'est toi qui as choisi de tromper. Elle a essayé une autre approche. D'accord, j'ai fait une erreur. Très bien. Je peux supprimer le profil. On peut arranger ça. Pas besoin de compliquer les choses. Si, justement. Scott, s'il te plaît. J'ai fait des erreurs, mais on peut réparer ça. Écoute-moi. Ça ne m'intéresse pas de réparer ça. Tu m'as montré exactement qui tu es. Tu t'es lassé, tu as décidé que je ne suffisais plus, et au lieu d'avoir une conversation honnête sur le divorce, tu as essayé de te préparer une porte de sortie avec d'autres hommes tout en me gardant comme plan B. Ce n'est pas une erreur, c'est un trait de caractère. Elle s'est mise à pleurer. Je n'ai rien ressenti. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Tu aimes ce que je t'apporte. Il y a une différence. Je me suis levé. Tu as 60 jours pour répondre à la requête. Mon avocat te contactera pour la maison et les biens. Jusqu'à ce que tout soit finalisé, tu paies ta part de tout. Si tu ne peux pas payer, tu devrais probablement commencer à chercher un autre endroit où vivre. Où est-ce que je suis censé aller? Chez Harper? Ou peut-être qu'un de tes matchs sur Inge a une chambre libre. Elle m'a traité de salaud sans cœur. Je lui ai dit que c'était probablement juste, mais que je ne serais plus son plan de secours. Elle a pris ses affaires et est partie. J'ai entendu sa voiture quitter l'allée en trombe. Je suis resté là un moment. Je me sentais plus léger que depuis des mois. Mon téléphone a vibré. Message de Sean, alors? Papier remis. Elle panique. Moi ça va. Steakhouse ce soir? Oui. J'invite. Les jours suivants ont été chaotiques. Vendredi matin, j'ai reçu une série de messages de Cassie. De longs textes décousus expliquant qu'elle avait fait des erreurs, mais que je jetais 5 ans de mariage pour une seule mauvaise décision. Qu'elle était perdue, que Harper l'avait convaincue d'essayer les rencontres pour voir si elle voulait vraiment partir, que ces rendez-vous ne signifiaient rien, qu'elle réalisait maintenant qu'elle avait été idiote. Je n'ai répondu à aucun message. Vendredi après-midi, Harper m'a appelé. J'ai répondu, curieux de voir ce qu'elle allait dire. Tu dois arrêter cette procédure de divorce, a-t-elle dit. Pas de bonjour. Pas d'introduction. Cassie a fait une erreur, mais tu es vindicatif. Harper, je vais le dire une fois. Tu as passé 6 mois à empoisonner mon mariage avec tes propres échecs relationnels. Tu as convaincu ma femme qu'elle était opprimée parce qu'elle devait contribuer à un foyer. Tu l'as encouragée à créer un profil de rencontre. Tu l'as soutenue dans ses mensonges. Quoi qu'il arrive maintenant, c'est en partie de ta faute. Donc je te conseille de rester en dehors de ça. Elle a essayé d'argumenter, mais j'ai raccroché. Samedi, Cassie est venue à la maison. J'avais changé les serrures vendredi soir après son départ. Mon avocat avait déposé une demande de mesure temporaire ce matin-là et m'avait confirmé que je pouvais sécuriser la maison tant que ses affaires étaient disponibles pour récupération sous 24 heures. Elle a sonné pendant 10 minutes avant que je n'ouvre. Pourquoi as-tu changé les serrures? Parce que tu ne vis plus ici. Si, j'y vis. Mon nom est sur le crédit. Et tu continueras à payer ta part jusqu'à la vente. Mais tu ne restes pas ici. Tu voulais de l'espace. Tu l'as. Tu ne peux pas me mettre dehors de ma propre maison. Regarde-moi faire. Tu veux rentrer? Tu peux déposer une requête d'urgence au tribunal. En attendant, tes affaires seront sur le porche d'ici lundi. Elle a essayé de passer en force. Je n'ai pas bougé.
Je suis resté dans l'embrasure de la porte. Scott, s'il te plaît. On peut juste parler? On a déjà parlé. Il n'y a plus rien à dire. Où est-ce que je suis censé dormir? Pas mon problème. Elle m'a traité de cruel. J'ai fermé la porte. Dimanche, j'ai emballé toutes ses affaires. Vêtements, produits de toilette, chaussures, maquillage, tout. Lundi matin, j'ai tout mis dans des cartons sur le porche avec un message, tes affaires sont dehors. Prends-les aujourd'hui ou elles partent chez Goodwill demain. Elle est venue lundi soir avec Harper. Elles ont tout chargé dans la voiture de Harper. Cassie pleurait tout le long. Harper me lançait des regards noirs à travers la fenêtre. Je leur ai fait signe de la main. Mardi, j'ai reçu un appel de la mère de Cassie, Brenda. Elle pleurait. Mon fils, que s'est-il passé? Cassie ne veut rien me dire à part que tu divorces. Brenda, je t'apprécie. Tu as toujours été gentille avec moi. Mais c'est entre Cassie et moi. Elle peut t'expliquer ce qui s'est passé. Mais ta fille pensait qu'on jouait à être mariés, pas qu'on l'était réellement. Elle a dit qu'elle comprenait, mais qu'elle s'inquiétait pour Cassie. Qu'elle semblait très instable. Je lui ai répondu que Cassie devrait probablement consulter un professionnel pour ça. Brenda m'a remercié et a raccroché. Mercredi, Cassie a créé un nouveau compte Instagram et a publié une longue story sur la masculinité toxique et les abus narcissiques. Elle ne m'a pas mentionné par nom, mais c'était évident. Beaucoup de ses amis ont commenté en soutien. Beaucoup de cœurs et de « tu mérites mieux ». Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas regardé après que Sean m'a envoyé une capture d'écran. Vendredi soir, j'étais à la salle de sport quand j'ai croisé une amie de Cassie, Tori. Elle s'est approchée de moi pendant que j'étais sur le tapis de course. Tu sais que Cassie est complètement détruite en ce moment. Je sais. Elle est chez Harper et apparemment ça ne se passe pas bien. Elle se dispute. C'est dommage. Tori m'a regardé comme si elle essayait de comprendre quelque chose. Écoute, je sais que vous divorcez. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Cassie est mon amie, et elle va vraiment mal. Alors elle aurait peut-être dû y penser avant de détruire son mariage. Tori est partie après ça. Samedi matin, Harper a publié sur les réseaux sociaux à propos des hommes toxiques qui utilisent le divorce comme une arme, sur le fait que certains hommes ne supportent pas les femmes qui connaissent leurs valeurs, sur les abus émotionnels déguisés en équité. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à mon avocat. Il a répondu « Laisse-les parler ». Dimanche soir, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu. C'était Cassie. Elle pleurait énormément, presque en hyperventilation. Scott, s'il te plaît. Je suis désolé. J'ai tout gâché. J'ai été stupide. Harper m'a convaincu que j'étais malheureuse, mais ce n'était pas vrai. J'étais heureuse avec toi. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je l'ai laissé parler pendant environ 3 minutes. Puis j'ai dit, j'espère que tu trouveras de l'aide, mais c'est terminé. Signe les papiers du divorce. Je suis passé à autre chose. J'ai raccroché. Elle a rappelé. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé encore 6 fois. Je l'ai bloqué. Lundi matin, mon avocat m'a appelé. L'avocat de Cassie l'avait contacté pour un accord. Elle voulait trouver un arrangement, essayer une médiation avant d'aller au tribunal. J'ai dit non. Déposez tout. On termine ça. Mardi, j'ai appris par la petite amie de Sean que Cassie avait été licenciée. Apparemment, ce qu'elle disait sur moi est remonté au RH, et ils n'ont pas apprécié le fait qu'elle crée des tensions au travail. Elle a essayé de dire que c'était personnel, mais il y avait déjà des plaintes d'autres employés concernant son comportement, et ça a été la goutte de trop. Elle était déjà en mauvaise posture à cause de ses retards et de son manque de concentration ces derniers mois. La petite amie de Sean a mentionné que Cassie avait reçu 2 avertissements écrits au cours du dernier trimestre, un pour des délais non respectés, un autre pour un comportement non professionnel lors d'une réunion d'équipe. Les rumeurs à mon sujet ont simplement donné au RH le prétexte qu'il leur fallait. Mercredi, j'ai de nouveau eu des nouvelles de Brenda. Cassie avait demandé à revenir vivre chez eux. Ils ont refusé. Ils étaient déçus de la façon dont elle avait géré la situation. Ils l'aimaient, mais ne voulaient pas cautionner ce comportement. Vendredi soir, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était Cassie, utilisant le téléphone de Harper. Scott, je sais que tu me détestes. Et je le mérite. Mais je t'en supplie. Je ne peux pas me permettre de vivre seul sans travail. Je ne peux pas retourner chez mes parents. Harper me met dehors parce que je lui ai dit que tout était de sa faute et on s'est disputé violemment. Je n'ai nulle part où aller. Est-ce que je peux rester dans la chambre d'amis juste le temps de me retourner? Je te rembourserai tout. Je signerai tout ce que tu veux. S'il te plaît. J'ai lu le message. Une petite partie de moi a ressenti de la peine. Une toute petite. Mais surtout, je me sentais fatigué. J'ai répondu, non. Débrouille-toi. Tu voulais l'indépendance et une vie authentique. Voilà. Ça fait 3 semaines depuis ce message. Cassie a signé les papiers du divorce la semaine dernière. Pas de médiation. Pas de conflit. Elle les a simplement signés et renvoyés via son avocat. La maison s'est vendue en 6 jours. Mise en vente jeudi, 3 offres des dimanches. Vente finalisée vendredi dernier. Je suis reparti avec 78 000 $ après le partage et le remboursement du crédit. J'avais déjà choisi un appartement en centre-ville. J'y ai emménagé samedi.
12e étage, vue sur les montagnes, une chambre, une salle de bain, 90 mètres carrés. Parfait. Ici, personne ne va me dire qu'il ne me voit pas pour ce que je suis. Cassie a emménagé chez une ancienne amie d'université. J'ai appris par Brenda qu'elle travaille comme serveuse en attendant de retrouver un poste de chef de projet. Harper, apparemment, ne lui parle plus depuis leur dispute. Cassie l'aurait tenu responsable de tout ce qui s'est passé. Harper lui aurait dit d'assumer ses responsabilités. Elle ne se parle plus depuis. Et moi? Tout va très bien. Je vais à la salle de sport avec Sean 4 fois par semaine. J'ai perdu 8 kilos. Je suis dans la meilleure forme depuis mes années d'université. Je me suis mis au travail du bois. J'ai transformé une partie du garage partagé de mon immeuble en petit atelier. J'ai fabriqué une table basse la semaine dernière, et maintenant je travaille sur une étagère. C'est satisfaisant de créer quelque chose de ses mains. Le divorce sera finalisé dans environ 6 semaines. Et là, ce sera officiel. 5 ans effacés. Une page blanche. Elle ne me manque pas. La maison ne me manque pas. Rien de tout ça ne me manque. Ce qui me manque, c'est le temps que j'ai perdu à essayer de réparer quelque chose que l'autre personne détruisait activement. Mais c'est fini maintenant. Ce soir, je retrouve Sean et quelques autres gars dans un steakhouse en centre-ville. Le week-end prochain, je pars camper dans l'Utah. La vie continue. Parfois, les gens vous montrent qui ils sont vraiment. Et quand c'est le cas, il faut les croire. Cassie m'a montré qu'elle accordait plus d'importance aux opinions de sa cousine qu'à notre mariage, qu'elle privilégiait son confort personnel plutôt que notre relation. Je l'ai cru. Et j'ai agi en conséquence. Elle a obtenu exactement ce qu'elle demandait. Elle n'avait simplement pas réalisé ce qu'elle perdait en échange. Ce n'est plus mon problème. Les déchets se sont sortis tout seuls. Maintenant, la maison est propre. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. En lisant tout ça, il y a des moments où Scott paraît dur. Lui remettre les papiers au bureau? Changer les serrures presque du jour au lendemain? Oui, c'est froid. Je ne vais pas prétendre le contraire. Mais voilà le point, et prenez vraiment un moment pour y réfléchir, rien de tout ça ne serait arrivé si Cassie avait été honnête dès le départ. Parce que c'est ça, le vrai sujet de cette histoire. Pas le divorce. Pas la vengeance. C'est l'honnêteté, et ce qui se passe quand quelqu'un refuse totalement d'être honnête avec soi-même ou avec son partenaire. Cassie n'était pas malheureuse à cause de Scott. Cassie était perdue, et au lieu d'avoir une vraie conversation avec son mari, elle a externalisé toute sa réflexion à Harper, quelqu'un qui portait clairement sa propre amertume non résolue vis-à-vis des relations et la projetait sur tout le monde autour d'elle. Et Cassie a juste tout absorbé. Entièrement. Le profil de rencontre, c'est ça qui me marque le plus. Ce n'est pas quelqu'un qui explore ses sentiments. C'est quelqu'un qui avait déjà pris une décision, mais qui voulait garder un filet de sécurité. Elle voulait que Scott continue de payer le crédit immobilier, d'entretenir la maison, de rester utile, pendant qu'elle voyait si quelqu'un sur un j'étais plus intéressant. Ce n'est pas de la confusion. C'est utiliser quelqu'un. Et Scott, oui, il a organisé sa sortie de manière froide et stratégique. Mais honnêtement, cet homme a tout documenté, a consulté un avocat, a séparé les finances correctement, et a gardé son calme là où la plupart des gens auraient complètement craqué. Ce n'est pas de la cruauté. C'est quelqu'un qui a enfin arrêté d'accepter une mauvaise situation. Maintenant, les leçons, parce qu'il y en a plusieurs. Premièrement, les influences extérieures peuvent réellement détruire un mariage quand on leur donne plus de poids qu'à son propre partenaire. Deuxièmement, dire « j'ai besoin d'espace pour réfléchir », tout en cherchant déjà quelqu'un d'autre en secret, ce n'est pas de la vulnérabilité. C'est de la lâcheté. Troisièmement, et celle-ci est importante, quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le dès la première fois. Ne négociez pas. Ne suppliez pas, croyez-le, tout simplement. Cassie a obtenu exactement ce qu'elle demandait. Elle n'avait juste pas anticipé le prix à payer. Alors les amis, qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire. Et merci d'avoir suivi cet épisode sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans le prochain épisode.